6 avril 2017, il est un peu plus de 13h30 quand les sirènes des pompiers traversent Durenbach, un village au nord de l'Alsace. Il y a le feu dans une maison, à l'écart du centre-bourg. Mais une fois sur place, les pompiers comprennent vite qu'il faut aussi prévenir les gendarmes. Les pompiers, lorsqu'ils pénètrent dans le domicile afin de circonscrire l'incendie, butent contre un objet ou un corps au sol. Les pompiers constatent immédiatement que la personne est décédée et qu'elle présente des plaies très particulières. Le corps est lardé de coups de couteau. Quant à la tête, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu jusqu'alors. On se rend compte que la peau est absente, le cuir chevelu également, les parties osseuses sont perceptibles, sont visibles. Alors, le visage, il est extrêmement rouge et il y a des traces de sang. La victime n'a plus de visage, plus de nez, plus de bouche, plus de paupières. Seules ses orbites hallucinées semblent demander « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Alors que le corps a été sorti d'un incendie, il n'y a pas de traces apparentes de brûlure. Mutilé, le corps est méconnaissable, mais il y a peu de doute sur son identité. Nous constatons qu'il s'agit d'une femme âgée d'une 60aine d'années qui est habillée en pyjama et au regard de la description qui est faite par son fils Jean Beauvais, la personne que nous examinons à ce moment-là semble correspondre à sa maman. Jean Beauvais s'est précipité sur place, alerté par les voisins quand ils ont vu le feu à la maison. Les gendarmes lui annoncent la mort de sa mère sur le seuil. Jean Beauvais semble détaché, un peu perdu, et a un sourire un petit peu narquois, une forme de rictus qui est très inhabituel. Il vient d'apprendre le décès de sa mère et pour autant il a ce rictus inhabituel. Ce comportement intrigue bien un peu les gendarmes, mais il est encore trop tôt pour entendre Jean Beauvais. L'urgence, c'est d'abord de faire parler la scène de crime. Cette scène de crime a subi une pollution extrêmement importante. D'une part en raison du sinistre incendie et d'autre part du fait de l'intervention des pompiers qui ont été contraints d'utiliser plusieurs moyens pour circonscrire l'incendie. Mais ce qui saute aux yeux, c'est que l'incendie n'est pas d'origine accidentelle. Les pompiers repèrent 3 départs de feu volontaires. Le premier déclenchement d'incendie se situe sur la droite en entrée, à proximité du corps, sous le tableau électrique, par un empilement de journaux. Le deuxième départ de feu se situe à l'entrée de la cuisine sur la droite au niveau d'un plan de travail. Le troisième est retrouvé dans la cuisine, mais ici, le feu n'a pas provoqué de gros dégâts. Sur la table, les gendarmes trouvent même un bol de café encore plein, 2 tartines de confiture, dont l'une est à peine entamée. Manifestement, Béatrice Beauvais a été interrompue alors qu'elle prenait son petit déjeuner, et tout semble s'être passé très vite. L'exploitation des traces de sang, ou en tout cas de ce qu'il en reste, même si elles ont été altérées, nous permettent en fait de reconstruire le schéma de l'agression. Les premiers coups sont portés dès l'entrée dans la maison, au niveau de la porte principale. Le corps de Béatrice Beauvais a été retrouvé dans cette entrée, la tête en direction de la cuisine. Ce qui nous permet de dire que l'agression a été soudaine, violente et uniquement concentrée sur cette entrée. Dans le reste de la maison, tout a l'air normal.
Il n'y a pas de désordre inhabituel. Le seul désordre qui est perceptible, ce sont quelques mobiliers bougés par les pompiers au moment de leur intervention. Cette perquisition nous permettra de révéler le fait qu'il y avait des objets de valeur, des chéquiers, une carte bancaire, quelques bijoux, mais surtout du numéraire en plusieurs endroits, sans qu'il soit dissimulé, environ une somme de 800 €. Dominique, l'autopsie du corps de Béatrice Beauvais a lieu à l'Institut médico-légal de Strasbourg. Que disent les légistes ? Alors, première observation, il n'y a quasiment pas de brûlure sur le corps. L'autopsie révèle 36 plaies, probablement des coups de couteau, sur le haut du corps, au niveau du cou, au niveau des bras, au niveau du torse. En tout cas, les légistes sont formels, il y a eu acharnement et tout s'est passé très vite. L'arme du crime ? Classique, une arme blanche, couteau ou poinçon. En tout cas, les gendarmes ne l'ont pas retrouvée. Ce qui est certain, c'est que Béatrice Beauvais s'est défendue. Elle a des plaies sur les mains, sur les bras. Il n'y a pas de violence sexuelle. Est-ce que ce sont ces coups de couteau qui ont provoqué la mort ? Non, aucun des coups de couteau n'est mortel. Il n'y a pas eu d'hémorragie massive. C'est l'ensemble des coups de couteau et la rapidité avec laquelle ils ont été portés qui explique le choc qu'a vécu Madame Beauvais et un arrêt cardiaque. On rappelle que c'est une femme qui a presque 60 ans. C'est un petit bout de femme, elle est chétive et puis elle n'est pas en très bonne santé parce qu'elle prenait beaucoup de médicaments. Puis Dominique, il y a évidemment le visage découpé, arraché. D'ailleurs, c'est du jamais vu dans Faites entrer l'accusé. Qu'en dit le légiste ? Il écrit que ce visage a été décarné. Carné, c'est la viande, la chair. La chair a été enlevée. Le légiste observe une ablation de la peau, des muscles et d'une partie du cuir chevelu qui a été scalpée. La peau du visage a été découpée depuis le haut du front jusqu'au bas du menton, avec les bords d'une découpe très franc, donc découpe vraisemblablement réalisée avec un scalpel ou un cutter ou un couteau très tranchant ou encore des ciseaux très effilés. Pardonnez-moi ce détail, mais il n'y a pas eu de perte de sang importante, il n'y a pas eu de saignement au moment de l'arrachage du visage, ce qui fait dire au légiste que cette décarnation, elle a été réalisée alors que Madame Beauvais était déjà décédée. C'est une décarnation post-mortem. On l'a retrouvée, la peau du visage ? Non, on ne l'a pas retrouvée. On a retrouvé sur place une partie du cuir chevelu, des touffes de cheveux. On a cherché la peau du visage autour de la maison. On a cherché dans les champs alentours. On a même cherché dans les étangs. Rien. Le soir même des faits, Jean Beauvais est entendu par les gendarmes. Il semble toujours détaché, un peu ailleurs. Mais il répond calmement aux questions. Oui, il vivait toujours avec sa mère alors qu'il a déjà 29 ans. Et oui, il se souvient parfaitement de ce qu'il a fait ce matin-là. Jean Beauvais va très vite nous faire une description très précise de son emploi du temps du jour, nous expliquant avoir quitté le domicile à 6h55. Il est formel, sa mère dort à l'étage, elle va bien, il quitte le domicile et le verrouille à l'aide de son propre trousseau avant de rejoindre son véhicule. En route, Jean Beauvais est passé prendre un de ses collègues, il est paysagiste, et travaille sur différents chantiers de la région. Ils sont arrivés au boulot ensemble à 7h15, à quelques kilomètres de Durenbach. À 13h39, très précisément, il a été prévenu de l'incendie. Il a donc foncé chez sa mère. Une femme qui avait ses habitudes, raconte Jean Beauvais. Sa maman se lève aux alentours de 8h et prend systématiquement son petit déjeuner entre 8h et 9h du matin. Il ne peut pas dire si ce 6 avril, ce rituel a changé. Si Béatrice a pris son petit déjeuner un peu plus tard, il n'en sait pas plus. Il ne comprend rien, il est perdu. Mais les gendarmes ont un autre témoin sous la main, un témoin de premier plan. C'est Aline Hart, la compagne de Jean Beauvais. Elle aussi s'est précipitée sur place quand elle a appris la terrible nouvelle. Et elle a beaucoup de choses à raconter aux gendarmes, parce que Béatrice
Aline l'a vue le matin même. Elle explique qu'entre 8h20 et 8h30, elle se trouve à proximité du domicile de Béatrice Beauvais, dans les locaux du Clubhouse, qui se situe à quelques dizaines de mètres du domicile de Béatrice Beauvais. Le Clubhouse, c'est la salle des fêtes du club de foot de Durenbach. Aline Hart s'en occupe régulièrement comme bénévole. Elle y est encore passée tôt dans la matinée pour vérifier s'il y avait des courses à faire. Elle entend du bruit à l'extérieur et décide donc de descendre à la rencontre d'une camionnette de laquelle sortent 2 personnes issues de la communauté des gens du voyage. Elle ne donne pas avec précision la teneur de cet échange, mais elle comprend que ces 2 personnes-là sont là pour lui vendre, grosso modo, la réfection du Clubhouse. Elle leur dit qu'elle n'est pas intéressée, ils n'ont qu'à poser la question à la mairie. 2 gitans dont elle se souvient très bien. Elle est extrêmement précise. Elle est capable, par exemple, d'indiquer la manière dont ils sont vêtus, les différents tatouages, l'élocution. Elle dira que tous les 2 étaient porteurs d'un t-shirt orange avec une inscription « Rénovation toiture » en noir, que l'homme est âgé d'environ 45 ans, la femme une trentaine d'années, que tous 2 ont des pantalons de type pantalon de travail de couleur gris, que la femme a des baskets de couleur noire avec un bout en plastique type patogas, que lui a des chaussures de ville, et donc ça l'interpelle. Aline Hart explique qu'elle les a trouvés louches. Du coup, elle a décidé d'aller prévenir sa belle-mère et elle a pris le petit chemin qui mène à la maison des Beauvais. Béatrice lui a ouvert. Elle venait de se remplir une tasse de café encore fumante sur la table de la cuisine et les 2 femmes ont vu arriver les gitans. Béatrice Beauvais est soudainement effrayée. Elle est surprise au point de lui agripper le bras. Elle la griffe. Aline Hart en porte d'ailleurs encore la marque. Des clichés photographiques ont été réalisés, ces traces ont été mesurées. Elles étaient d'une largeur d'environ 6 cm pour une longueur de 9 cm. Mais les gitans ont vite fait demi-tour et Béatrice s'est calmée. Aline Hart quitte le domicile entre 8h30 donc et 9h pour se rendre à son premier rendez-vous en tant que coiffeuse à domicile. Elle confirme que sa belle-mère a bien refermé la porte à clé derrière elle. Elle a entendu le clic-clac dans la serrure. Mais le vagabondage de ces gens du voyage l'a turlupinée. Elle tient à avertir le reste des habitants de la commune de Durenbach de la situation et en tout cas de la présence des personnes issues de la communauté des gens du voyage qui font du porte-à-porte sur la commune. Aline Hart a donc décidé de poster une alerte sur Facebook. Sur le moment, son téléphone ne fonctionnait pas, mais à 11h15, elle a mis son message en ligne. Béatrice Beauvais a été tuée probablement aux alentours de 9h. Son fils a un alibi. La copine de son fils l'a entendu refermer la porte à clé. Alors qui ? À qui Béatrice Beauvais a-t-elle ouvert après Aline ? Aux gitans ? C'est la question qui agite maintenant tout Durenbach. Tout le monde se pose plein de questions. Pourquoi une situation comme ça a pu arriver dans notre village, quoi, hein, alors qu'il n'y avait aucun élément précurseur qui pourrait éventuellement supposer des problèmes de famille, des conflits importants. C'est quelque chose d'incompréhensible. C'était la mamie des enfants du foot et effectivement, ça nous fait un choc. Béatrice Beauvais était une enfant de Durenbach. Elle a passé toute sa vie dans ce village de 1000 habitants où tout le monde connaît tout le monde.
Béatrice Beauvais est une jeune retraitée de 60 ans, veuve 2 ans auparavant d'un mari avec qui elle a partagé sa vie et eu son fils unique, Jean. C'est un petit bout de femme, 1m55, 47 kilos. Elle est connue pour être très gentille, en tout cas dans son entourage proche, mais finalement peu sociable. On lui connaît peu d'amis dans la commune. Pourtant, c'était une figure locale, car à Durenbach, le cœur battant du village, l'endroit qui compte, c'est le club de foot, le FC Durenbach. Et Béatrice Beauvais s'était attribué le rôle de gardienne du club. Elle vivait à 20 mètres à peine des terrains. Bénévole, supportrice, empiétant parfois sur les plates-bandes des entraîneurs, elle faisait tout le temps. C'est une femme qui a une activité limitée au football et au clubhouse qui se trouve juste à côté. D'ailleurs, les enfants qui la connaissent bien et qui la voient très régulièrement, puisqu'elle assiste non seulement aux entraînements, mais aussi aux matchs et aux différentes manifestations du club, l'appellent Mamie Foot. Par ailleurs, c'est une femme qui souffre d'une surdité partielle et de ce fait a tendance à crier quand elle parle et de ce fait-là paraît un petit peu agressive. C'est vrai que Mamie Foot gueulait fort. Sur le terrain en tout cas. Car en dehors du stade, c'était une femme très discrète, presque effacée. En dehors de cette activité de football où elle est parfaitement intégrée, on ne lui connaît pas d'autre activité. On s'intéresse forcément à sa vie privée, à ses amis, à un conjoint éventuel, un amant. On ne trouve rien. En fait, c'est une femme qui limite ses contacts à sa famille, qui habite sur le secteur, pour certains dans la commune même. Sa vie se concentre finalement sur son fils, Jean, son fils unique, à qui elle consacre beaucoup de temps et qu'elle élève encore, malgré ses 29 ans, comme un jeune adolescent. Jean, la prunelle de ses yeux. Mamie Foot lui consacrait tout son temps quand elle n'était pas au club. Elle lavait son linge, le repassait soigneusement, lui préparait de bons petits plats. Et quand Jean travaillait, Béatrice s'occupait devant la télé, en attendant le retour de son fils chéri. Une vie tranquille qui n'offre pas grand-chose aux gendarmes pour dégripper l'enquête. Mais comme la maison de Béatrice Beauvais est située sur la route principale et qu'il faut passer devant chez elle pour entrer ou sortir de Durenbach, ils interrogent les habitants. Des fois que l'un d'eux ait vu quelque chose d'intéressant dans le coin, le 6 avril. La postière de la commune constate ce jour-là la présence d'un jeune homme qu'elle ne connaît pas. Elle expliquera qu'il s'agit d'une sorte de marginal et que cette personne-là lui a paru bizarre ou particulière, ou en tout cas inconnue. Très vite, les gendarmes découvrent qui est cet homme, car à Durenbach, un inconnu ne passe pas longtemps inaperçu. Il s'agit d'un individu qui a rejoint la commune quelques jours plus tôt, qui n'a pas de domicile connu, qui se balade au travers du territoire national, de domicile d'amis en domicile d'amis. Il squatte d'ailleurs chez une vieille connaissance. Et les gendarmes découvrent qu'il a un casier, plutôt lourd d'ailleurs. Il s'agit d'une personne qui a commis plusieurs agressions sexuelles et qui a déjà été également interpellée en présence d'un couteau sur lui. Un profil intéressant, mais l'homme a un alibi. La nuit du 5 au 6 avril, le marginal en question s'est enivré chez son ami et n'a pas quitté le domicile avant le milieu de matinée. Bon, il fallait fermer cette porte, mais ce crime si particulier avec cette atroce mutilation a aussi ouvert une autre piste. La scène de crime, de la sauvagerie, forcément, on s'est posé la question d'une personnalité très particulière quant à l'auteur et la possibilité pour qu'on ait un tueur en série
sur le secteur alsacien. Et si Béatrice Beauvais n'était pas la seule victime? Et si un cinglé se baladait en France ou ailleurs pour arracher le visage de ses proies? Les gendarmes de Strasbourg alertent leurs collègues européens et signalent ce crime à Interpol. En attendant une réponse de leurs collègues français ou étrangers, les gendarmes continuent avec ce qu'ils ont. Et dans la vie de Mamie Foot, il y a donc le foot, Jean et la copine de Jean. Et c'est d'ailleurs au foot, au FC d'Urenbar, que Jean et sa copine se sont rencontrés 1 an et demi avant le meurtre. Jean Beauvais fait partie de l'équipe depuis qu'il est môme. Et Aline Hart est devenue une bénévole du club très active après un mariage malheureux. La jeune femme n'est pas de Durenbar. Elle y a suivi son mari quand elle avait à peine 20 ans, avec la bénédiction de ses parents. Ils veulent vivre leur vie, ben qu'ils vivent leur vie, et puis c'est tout. Et je n'ai retenu personne. Elle le savait qu'ils buvaient. Alors, qu'ils se débrouillent. Hein. Le jeune marié lève le coude et le mariage prend l'eau. Malgré l'arrivée de 2 enfants, l'alcoolisme tue le couple. Les week-ends, elle venait chez moi. Parce qu'il fallait pas faire de bruit, papa est fatigué. Hein. Comme ça, les gamins pouvaient quand même jouer. Un peu. Hein. C'est des enfants, on ne peut pas les enfermer complètement. Hein. Oui, il a été violent. C'est pour ça qu'il y a eu un divorce. En 2015, Aline Hart se retrouve donc seule pour élever ses enfants de 8 et 5 ans. Elle vivote avec sa pension alimentaire et une activité de coiffeuse à domicile qui ne lui rapporte pas grand-chose. C'est à cette période que le FC d'Urenbar lui offre une vraie bouffée d'air frais. Elle entraîne les petits, joue dans l'équipe féminine et donne un coup de main au club dès qu'elle a 5 minutes. Elle revivait. Elle arrivait à sortir un petit peu. Elle faisait les maillots, elle nettoyait. Oui, quand il y avait des fêtes, il fallait faire à manger. Oui. Ben, ça la faisait sortir que d'être dans ces 2 chambres qu'elle avait. Hein. C'était à l'air pur. Elle était dehors. Hein. Et elle voyait du monde au moins. Et puis il y a Jean. Leur relation est discrète. Même si tout le monde est au courant, rien n'est vraiment officiel. Je les ai vus 3 fois chez eux, chez ma fille. Et la première fois, j'en avais vu Jean une fois, au mois d'août, chez notre fils. On rentrait de vacances, nous. Il est venu manger là-bas et puis il est reparti parce qu'ils avaient foot. C'est tout ce que je les ai vus. Hein. Mais au fil des mois, Aline Hart paraît un peu mal à l'aise dans cette vie de couple qui ne dit pas son nom. Et elle en parle à sa mère. J'ai dit, t'es grand, tu es majeur, t'es vacciné, débrouille-toi. Ne viens pas me pleurer dans les jupons. Je lui ai dit un jour. Ça ne m'intéresse pas. Hein? J'ai dit, tu l'as eu, tu l'as voulu, tu l'as eu, eh bien maintenant tu l'as dans le cul. Hein? Comme mon papa m'a dit un jour. Dominique, une mamie foot, une amourette qui ne dit pas son nom, c'est quand même pas un début d'enquête terrible pour les gendarmes. En apparence, Christophe. Parce que le diable se cache parfois dans les détails, c'est bien connu. Et en l'occurrence, le détail, c'est la téléphonie et la teneur des échanges entre les uns et les autres. Écoutez bien, les SMS. Jean, d'abord. Lui, il n'a pas l'air d'avoir très envie de s'impliquer dans la relation avec Aline. Il échange des SMS avec une copine et il parle d'Aline. Il dit « Elle est un peu lourde. Il suffit que je passe pas un soir et elle me fait une scène. Je commence à plus la supporter. Moi, je veux rien de sérieux. Je veux juste m'amuser. » Bon, et Aline ? Alors Aline, elle est love. Elle est à l'opposé de Jean. Elle voudrait le voir plus souvent. Elle lui écrit « T'imagines même pas ce que j'aimerais être avec toi. J'ai pas envie de te perdre. » Et vous savez quoi ? Quand elle lui envoie ses SMS, s'il répond, c'est juste des « OK », il est totalement indifférent. OK, mais c'est quand même pas la téléphonie la plus excitante quand même. Mais cette relation amoureuse bancale entre les 2 jeunes
Quand on la met en comparaison à la relation téléphonique de Jean avec sa mère, c'est deux mondes. Parce qu'en fait, il a une relation fusionnelle avec sa mère, ou peut-être qu'elle a une relation fusionnelle avec lui. Elle est extrêmement possessive, intrusive. Je vous rappelle que son gamin, il a 29 ans. Hein. Écoutez bien ce qu'elle lui envoie comme SMS. « T'as vu l'heure ? T'es où ? Tu rentres quand ? À quelle heure ? Est-ce que t'as sorti le chien ? Est-ce que tu lui as donné à manger ?» Elle lui reproche de dépenser trop d'argent pour acheter des voitures. Et c'est une litanie d'injonctions et de reproches. Okay. Et entre Béatrice et Aline, ça se passait comment ? Alors, leur relation, elle passe par Jean. Hein. Aline demande à Jean de parler clairement à sa mère de la relation qu'ils entretiennent, elle et lui. Elle lui écrit « T'as eu le temps, Jean, de lui parler ? Tu lui en parles quand ?» Et lui répond en freinant autant que possible « Bientôt, ouais, j'ai parlé à ma mère du fait qu'on s'installe ensemble, t'inquiète pas, ça va s'arranger. » On sent que Jean craint vraiment les réactions de sa mère et qu'il n'ose pas lui avouer la véritable nature de la relation qu'il a avec Aline. Et ça intrigue les enquêteurs et ça les incite à aller gratter un peu. Pendant des semaines, c'est presque tout le village de Durenbach qui est entendu par les gendarmes. La famille de Jean Beauvais, celle d'Aline Hart, les amis proches. Et ça commence à causer. Dès le début des différentes auditions réalisées, Aline Hart se positionne comme très en phase avec sa belle-mère, Béatrice Beauvais. En revanche, au fil des auditions, nous relevons qu'en réalité, il y a une forte opposition entre Aline Hart et sa belle-mère. Elle espérait pour lui une jeune célibataire sans enfant. Et manifestement, Aline Hart n'était pas dupe, mais elle mettait un point d'honneur à faire comme si. Elle était capable en fait de cracher sur sa belle-mère, mais lorsqu'elle l'a rencontrée sur la commune face à d'autres habitants, faire croire qu'elle adorait sa belle-mère et qu'elle s'entendait parfaitement bien. Car Aline, jeune divorcée, libérée d'un mariage malheureux, avait des rêves. Avec Jean, bien sûr. Elle imagine avec lui un avenir en tant que futur père d'un de ses enfants, et elle voit aussi en lui une stabilité et la possibilité de créer un nouveau foyer. Seulement, Jean Beauvais, il n'est pas du tout dans cette perspective-là. Lui, c'est un Tanguy, il vit au crochet de sa maman, il se comporte comme un adolescent. Aline Hart prend son mal en patience. Et en février 2017, 2 mois avant le drame, elle pense qu'elle peut y arriver. Cela fait des années que Béatrice Beauvais part chaque hiver en Autriche avec les membres du club de foot et son fils adoré, bien sûr. Aline Hart saute sur l'occasion et pour se mettre la belle-mère dans la poche, elle lui offre le voyage. Toute la famille part donc en Autriche, Béatrice, Jean, Aline et ses 2 enfants. Mais arrivée sur place, surprise! Elle avait pour habitude de partager sa chambre avec son fils, Jean Beauvais, mais cette fois-là, elle a été mise au pied du mur. Aline Hart a remis ses enfants à Béatrice Beauvais et lui a imposé le fait de partager sa chambre avec ses enfants à elle, pendant qu'elle partageait sa chambre avec Jean Beauvais. Sale temps pour la belle-mère. Pendant une semaine, Béatrice Beauvais fait bonne figure. Elle dort avec les enfants d'Aline qui ont maintenant 10 et 8 ans. Elle les fait jouer et elle voit peu son fils accaparé par ce rôle de nounou qu'elle n'a pas choisi. Autant dire que ces vacances au ski lui restent en travers de la gorge à Béatrice. Et qu'au retour, ça ne s'est pas arrangé avec Aline. Et c'est alors que, 2 mois avant le crime, il commence à se passer des choses bizarres au FC Durenbach. Un jour, ce sont les maillots de foot qu'Aline retrouve par terre dans le vestiaire, alors qu'elle les plie toujours soigneusement après les avoir lavés. Et quelques jours plus tard, rebelote. Encore des maillots par terre, encore un désordre inexplicable. Le 31 mars 2017, une semaine avant le drame, ça devient plus grave.
Il y a une agression dont Aline Hart a été victime. Elle bénéficiera même d'un jour d'interruption de travail pour une arcade sourcilière légèrement abîmée. Un homme l'a agrippée et projetée violemment contre le mur dans le vestiaire. Aline s'est réfugiée chez Béatrice et elle a porté plainte. Mais 2 jours plus tard, un vol. En arrivant au clubhouse, Aline découvre cette fois que la caisse à monnaie a été fracturée. Toute la recette de la dernière soirée du club s'est volatilisée. Une succession d'événements qui laisse les gendarmes perplexes. Car comment expliquer que dans un club tranquille, qui n'a jamais eu de problème de ce genre, ce soit toujours sur Aline que ça tombe, et qu'à chaque fois elle soit le témoin ou la victime de ces incidents? Et si elle avait tout inventé? Les membres du club le disent à demi-mot, et les gendarmes ne sont pas loin de le penser. Nous avons la conviction qu'Aline Hart mentait de manière habituelle pour attirer les projecteurs sur elle, pour se victimiser, parce qu'elle estimait insuffisant le retour sur investissement qu'elle-même avait au profit du club. Se victimiser ou attirer l'attention de Jean Beauvais sur elle? Nous nous rendons compte, au travers des auditions, sur les réseaux sociaux, par exemple, qu'Aline Hart a un compte d'un homme qui s'appelle Seth Toff, qui n'a comme ami qu'elle et Jean Beauvais et qui ne fait que la complimenter. Ce compte Facebook, au nom de Seth Toff, est public mais sans photo, sans publication. Juste des commentaires, élogieux, voire dithyrambiques sur Aline. Elle est tellement belle, elle est aussi fragile, il faut prendre soin d'elle. Mais ce compte, les gendarmes le découvrent très vite, c'est elle qui l'a créé, c'est elle qui l'alimente. Pour se faire mousser? Pour rendre Jean jaloux? Il se trouve que ce compte a été supprimé quelque temps après le décès de Béatrice Beauvais. Et au sein du club, Aline Hart, malgré son investissement, ne faisait pas l'unanimité. Loin de là. Aline Hart tente de nous transmettre une image d'elle toujours très favorable. Pourtant, plus nous avançons dans l'enquête et plus nous nous rendons compte que cette image, il n'y a qu'elle qui l'a. Au club de foot où elle dit être parfaitement intégrée à l'ensemble de l'équipe encadrante, tous nous décrivent une personnalité gênante, embarrassante, pour ne pas dire saoulante. Ils la décrivent tous comme quelqu'un de très affirmé, de colérique, d'instable, voire d'hystérique. Le 3 avril 2017, 3 jours avant le meurtre, Aline Hart révèle cette nature, disons, explosive, en famille. Sa rivalité avec Béatrice Beauvais, qui jusqu'alors se jouait à fleuret moucheté, éclate au grand jour. Elle se présente le matin chez sa belle-mère et elle lui dit « Faut qu'on parle ». Devant Jean qui ne moufte pas. La question est de savoir s'il y a possibilité de s'installer dans la maison bimitoyenne, c'est-à-dire la maison qui appartenait à la grand-mère de Jean Beauvais. Et Béatrice Beauvais, elle, est formelle, elle ne veut pas céder et elle ne cédera pas. Chacune campe sur ses positions. Mais Aline veut aller au fond des choses, comprendre pourquoi Béatrice ne veut pas d'elle. Qu'est-ce qu'elle lui a fait? Pas de réponse de Béatrice. Aline Hart finit par partir en claquant la porte. Jean n'a pas décroché un mot. Alors ça, Dominique, c'est un sacré grain de sable dans la vie rangée de Béatrice Beauvais. Ça chauffait depuis 3 jours avec la copine de son fils. Il y avait d'ailleurs eu une belle engueulade 3 jours avant le crime. Mais de là, Dominique, à découper le visage de belle-maman. Oui, c'est vrai, en apparence. Mais l'étau se resserre pourtant autour d'Aline. Parce que, souvenez-vous,
La piste du serial killer, ça n'a rien donné. Et vous vous rappelez que Aline dit le matin du 6 avril, j'ai vu 2 gitans, un homme, une femme, qui traînaient dans le village. Et elle les décrit précisément, notamment un tatouage que portait l'un d'eux avec un glaive, une rose rouge, des pétales, alors qu'elle ne les a vus que quelques secondes. De la même façon, elle va donner un numéro de plaque d'IMAT. Les gendarmes vont vérifier, c'est une immatriculation qui correspond à une voiture dans les Pyrénées-Orientales. Bref, les gendarmes vont quand même vérifier absolument tout. C'est vrai que les gens du voyage font du démarchage dans la région. Les gendarmes vont aller voir des voyageurs qui ont campé dans le village et aux alentours, leur poser des questions sur ce couple de gitans, ce tatouage, ils ne trouvent rien. De la même façon, ils vont voir les gens du village et des environs. Est-ce que vous vous souvenez, un couple de gitans, un homme, une femme, un tatouage? Rien qui ne correspond, aucun rapprochement possible avec ces gitans. Et ça peut paraître anecdotique, mais quand les gendarmes vont voir les voyageurs dans leur campement, ils leur disent « Chez nous, jamais un gitan ne fait du démarchage avec sa femme. » Donc quoi, Aline Hart a menti? Oui, elle a menti et rappelez-vous, elle a posté le 6 avril à 11h15 le matin un message sur Facebook « Attention, il y a des gitans qui traînent dans le village ». Or, on sait qu'elle est sortie de chez Madame Beauvais vers 8h30, 9h. En tout cas, pourquoi est-ce qu'elle leur a attendu 2 heures pour mettre en alerte les gens du village et leur signaler la présence des gitans? Pour les gendarmes, c'est évident, elle a menti. Et pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Elle s'est fabriqué un alibi. Au cas où quelqu'un l'aurait vu sortir à 8h30, 9h de chez Béatrice Beauvais, eh ben oui, j'étais chez elle et j'étais venu la prévenir qu'il y avait des gitans qui traînaient dans le village. Et pour la coincer, eh bien, les gendarmes vont retracer précisément son parcours grâce à sa téléphonie. Le 6 avril 2017, à 8h, le téléphone d'Aline Hart borne à proximité du club de foot et donc de la maison de Béatrice Beauvais. Logique, elle a toujours dit qu'elle y était. Mais les gendarmes ont découvert un élément curieux. On se rend compte qu'on a une interruption téléphonique du téléphone d'Aline Hart entre 8h30 et 9h20. Cette interruption téléphonique a donné lieu à des vérifications. Ces vérifications nous ont permis qu'il n'y avait pas eu de défaillance de relais. Les téléphones ont donc fonctionné normalement. Nous pouvons donc en conclure qu'il s'agit d'un acte intentionnel. Presque 50 minutes de coupure. Pile poil quand Béatrice Beauvais a été tuée. Mais après, le téléphone d'Aline Hart émet de nouveau. Normalement. Il accroche les antennes dans Durenbar et autour du village au gré de ses déplacements. Une visite chez une cliente, un petit tour au supermarché, bref, une matinée banale. À midi, Aline Hart est revenue chez elle pour la pause déjeuner. Elle affirme en être repartie vers 13h30, 13h40. Or, à 13h, son portable a borné à nouveau à proximité du clubhouse. Donc à côté de la maison de Béatrice Beauvais. Et c'est à peu près à cette heure-là que l'incendie a été déclenché. Les gendarmes ont même un timing très précis. 13h10, il y a l'ancien maire de la commune qui passe devant le domicile de Béatrice Beauvais. Il pénètre, le chien le suit, se retrouve donc dans cette petite cour qui se situe devant la maison. La sonnette fonctionne, mais la porte est verrouillée. Finalement, ne voyant rien, aucune réaction au niveau de la maison, il referme le portillon, le chien est enfermé et il quitte la propriété. Il dira avoir senti une odeur de fumée légère devant la maison. « 20 minutes plus tard, vers 13h30, 2 cousins de Béatrice passent devant sa maison. Le chien est alors de nouveau sorti de la cour. Eux aussi s'arrêtent pour faire rentrer Jazz dans le jardin et prévenir Béatrice Beauvais. Le portail est ouvert,
Le portillon est ouvert et la sonnette inopérante. Or, les analyses de la police scientifique l'ont démontré. À 13h12 précisément, le tableau électrique de la maison a sauté à cause du feu, provoquant une coupure de courant. Pour nous, les éléments sont très clairs au moment où l'ancien maire se présente au domicile. Il y a une personne dans la maison en train de déclencher le sinistre incendie. Et qui était à proximité des lieux à ce moment-là? Aline Hart. Les chemins mènent donc à Aline Hart. Les gendarmes la placent en garde à vue le 13 juin 2017, 2 mois après le meurtre. Mais Jean, et s'il avait joué un rôle dans cette affaire? Et si c'était l'histoire d'un couple infernal? Les gendarmes l'embarquent aussi. Et en garde à vue, Jean Beauvais n'emmène pas large. Parce que les enquêteurs ont vérifié. Ce fameux 6 avril, il est bien passé chercher son collègue à 7h15. Mais avant, lui font remarquer les gendarmes, avant 7h, personne ne peut témoigner de ce qu'il a fait. Nous nous sommes posé la question à la possibilité que les faits aient été commis avant et que Jean ait menti. Il aurait très bien pu matériellement commettre les faits à 6h30 ou mettre en scène le petit déjeuner et ensuite rejoindre son emploi. Et puis il n'a pas semblé être très affecté par la mort de sa mère. D'ailleurs, les habitants de Durenbach le disent. Jean a pu avoir des comportements qui ont déstabilisé son entourage. Il va demander les clés du clubhouse pour pouvoir tondre quelques jours après le décès. Ou même faire des essais dans une concession BMW après le décès de sa mère. Il a un comportement qui passe comme étant un comportement inapproprié par beaucoup. Les gendarmes insistent. Votre mère, elle était un peu envahissante, non? Oui, c'est vrai, reconnaît Jean, parfois elle se mêlait un peu trop de ma vie. Et puis, elle avait un joli magot, votre mère. Des économies de 100 000 euros. Nous avons l'idée d'un mobile lié à l'appât du gain. Jean avait un intérêt à se débarrasser de sa mère, donc on ne pouvait pas exclure une complicité d'une part, voire une coaction. Là, Jean est catégorique. Il ne parlait jamais d'argent avec sa mère, il ne connaissait pas l'existence de cet héritage, et non, il n'a jamais envisagé sérieusement de vivre avec Aline. Ah bon? Mais alors, expliquez-nous pourquoi vous vous êtes installé chez elle dès le soir même de la mort de votre mère. Ça fait maintenant 2 mois que vous vivez chez elle avec ses 2 enfants. Oui, c'est vrai, répond Jean. Mais c'est parce que c'était pratique. Malgré ses 29 ans, il manque d'autonomie et pour lui, c'était un confort que de vivre avec Aline Hart, n'ayant plus de domicile, ayant été placé sous scellé. Après plusieurs heures de garde à vue, le Tanguy immature commence quand même à redescendre sur terre. Jean a toujours ce sourire narquois, ce rictus, mais très rapidement, il va s'effondrer. C'est là, véritablement, qu'il se dit « Mon Dieu, Aline Hart pourrait être la personne derrière ce crime-là. » Avant, il ne l'a, pour ainsi dire, pas envisagé. Il est peut-être le seul, d'ailleurs, parce que tout le village se dit que Aline Hart doit avoir un lien quelconque avec ce crime. Mais dans la pièce à côté, la suspecte a une toute autre attitude. Elle ne craint pas les questions des gendarmes. Aline Hart paraît presque apaisée, contente, heureuse de la situation. Elle se met en valeur, elle est heureuse qu'on lui pose des questions. Toujours avec cet aspect un peu séductrice, elle se sent gratifiée. Alors, Aline Hart déroule toute sa vie devant les gendarmes. Sa relation avec Jean, ses rapports avec sa belle-mère, excellent, elle le répète. Mais assez vite, les gendarmes rentrent dans le dur. Ils abordent les faits. Vous faisiez quoi exactement chez Béatrice Beauvais le matin du 6 avril? Elle va nous dire, est-ce qu'il est possible
que j'ai oublié ce que j'ai fait ce jour-là? Est-ce qu'il est possible que je ne m'en souvienne pas? Elle demande à faire une pause. Et quand les gendarmes vont la chercher dans sa cellule pour reprendre l'interrogatoire, elle gîte inanimée sur le lit. Nous constatons qu'elle respire et nous faisons intervenir immédiatement des pompiers. Les sapeurs-pompiers nous indiqueront qu'elle simule. Elle est quand même transportée à l'hôpital où les médecins font le même diagnostic. Tout au long des examens réalisés par ces médecins, elle gardera les yeux fermés. Elle tentera de maîtriser un maintien léthargique, mais qui ne sera pas réel. Elle est vue par un second médecin qui confirmera en tout point les premiers éléments. Il la fera tomber du brancard et elle se repositionnera sur le brancard. Aline Hart reprend aussitôt sa posture. Apathique. Pas le choix. La garde à vue est suspendue. La juge défère Aline Hart le jour même. Elle arrive dans son bureau, avachie sur un fauteuil roulant, les yeux fermés, un peu de salive au coin des lèvres. Elle garde le silence, comme la loi l'y autorise. Mais la juge la met en examen pour meurtre et l'envoie en détention provisoire. Jean, lui, est ressorti libre de sa garde à vue. Aucune charge n'est retenue contre lui. Un mois plus tard, Aline Hart est de retour chez la juge d'instruction. Et cette fois, elle est parfaitement éveillée et disposée à répondre aux questions. Mais la magistrate qui attend des explications va vite déchanter. Car Aline Hart nie tout en bloc. Non, elle n'a pas tué Béatrice Beauvais. Pourquoi est-ce qu'elle l'aurait tuée? Elle s'entendait très bien. Les témoignages disent le contraire? Elle s'en moque. On l'accuse d'avoir inventé tous les incidents au FC du Randbar? Elle s'en moque aussi puisque c'est la vérité. Je vous ai dit que c'était comme ça et c'est comme ça. C'est arrivé. Les gens du village qui vont nous dire elle faisait beaucoup de choses, elle était un peu envahissante, c'est faux, je faisais tout. Et ça n'est pas possible. Il n'y a pas d'autre contestation. Je vous l'ai dit, c'est ma parole, point à la ligne. Alors la juge essaie de la coincer en abordant un sujet plus sensible. Vous êtes bien enceinte de 3 mois maintenant, de Jean? Oui, répond Aline Hart. Jean voulait-il de cet enfant? Non, pas vraiment. La juge insiste. Vous avez déjà été enceinte 2 fois de Jean depuis le début de votre relation et vous avez avorté 2 fois. Toutes ces grossesses, ce ne serait pas pour lui forcer la main? Elle va répondre très simplement, absolument pas, c'est le fruit du hasard. Voilà, elle est déjà mère de 2 enfants, d'un premier lit, dont elle s'occupe à plein temps. Et puis elle dit non, pas du tout, c'est le hasard, je suis tombée enceinte. Et ça va quand même, dans le décor, ça fait quand même beaucoup pour un magistrat instructeur. Aline Hart s'arc-boute sur ses dénégations. Et plusieurs fois pendant l'interrogatoire, elle se prend la tête dans les mains et se met à pleurer. Mais la juge le fait noter sur les PV, elle ne verse jamais une larme. Quand vous êtes face à un magistrat qui lui vous dit mais les faits sont têtus, moi j'ai un dossier et les experts me disent que c'est pas le cas, les témoins me disent que c'est pas le cas, pourquoi maintenez-vous ça, madame? Et là elle sanglote. Oui, sans larmes. Quelque peu déconcertée par tant d'obstination, la juge décide d'organiser une reconstitution, même s'il n'y a aucun aveu. Le 8 novembre 2018, 1 an et demi après le meurtre, c'est une Aline Hart méconnaissable qui revient sur les lieux, entourée par les gendarmes. Elle a les cheveux longs, le visage fermé, elle se plie à l'exercice, mais pas question pour elle de changer d'un iota ses déclarations. Elle a sonné chez Béatrice Beauvais, celle-ci lui a ouvert la porte, elles se sont rendues dans la cuisine. Là, sa belle-mère effrayée lui a agrippé le bras. Comment, demande la juge? La participation d'Aline Hart va se limiter à positionner la main de la victime sur son avant-bras de manière à ce qu'on puisse constater à quel endroit les griffures ont pu être faites.
La juge lui fait alors remarquer que sa blessure, qui a été examinée par des médecins, n'est pas compatible avec ce geste. Aline Hart s'obstine. Il faut la croire. Si, ça s'est passé comme elle le dit. La juge s'agace. C'est un élément qui est compliqué, Madame Hart. Vous nous dites ça. Moi, j'ai un médecin légiste. On connaît la qualité de leur travail. S'ils vous disent que l'angle des griffures est un angle à 45 degrés par rapport au sens du bras et que ça ne peut pas être fait comme ça, c'est un élément matériel objectif. Vous ne pouvez pas vous contenter de dire non, c'est pas vrai. Que vous nous expliquiez que dans votre esprit ça s'est passé comme ça, oui. Que vous disiez que c'est faux, non. Vous ne serez jamais cru. Même cause, même effet, mais je vous dis, ça s'est passé comme ça. C'est comme ça et c'est pas autrement. Aline Hart est en boucle sur une ligne de défense absurde. Son avocat se rend compte que sa cliente court au casse-pipe. Mais la juge aimerait pourtant comprendre. Du coup, tout le monde attend beaucoup des expertises psychiatriques. En mai 2018, alors qu'elle est détenue depuis presque un an, Aline Hart a rencontré un psychiatre. 3 mois après avoir accouché de son enfant. Et c'est avec le bébé dans les bras qu'elle s'est présentée devant l'expert. Alors que la petite était tranquille, Aline Hart n'avait pas cessé de la réveiller pour qu'effectivement les pleurs du bébé perturbent l'expertise. Elle prétendait qu'il y avait eu un incendie dans la maison d'arrêt et que son bébé était énervé à cause de ça. Et ce premier expert n'a pas été dupe de la manœuvre. Quelqu'un qui, en quelque sorte, se sent un peu acculé par une procédure judiciaire va toujours parer au plus pressé. Vu de la manière dont procédait Aline Hart, c'était pour gagner du temps, pour se donner un peu de mou, pour se donner un peu d'air, et ensuite on verra. Plus de 9 mois après, Aline Hart passe donc une seconde expertise psychiatrique. Cette fois, le bébé est resté à la garderie. Elle ne peut plus reculer, mais c'est de nouveau une déception. Elle était dans une attitude défensive, absolument à tous égards. Et elle se défendait sur tout. C'est-à-dire, par exemple, j'ai pratiquement rien obtenu pour ce qui était des conditions dans lesquelles son enfance s'était déroulée. Elle en parlait un peu, mais elle n'en disait rien du tout. Idem pour sa relation avec Jean. Quand Aline Hart parle de Jean Beauvais, il ne faut jamais oublier qu'elle parle en réalité des faits qui lui sont reprochés. Et que donc elle présente une version de cette relation qui ne doit pas entrer en contradiction avec le fait qu'elle nie les faits. Donc elle banalise. Dans tous les cas où les faits sont niés, on rencontre cette attitude défensive. Parce que le mis en examen va bien entendu se défendre sur les faits. Mais il va aussi se défendre sur tout le reste. Comme s'il craignait qu'en parlant d'autre chose, on trouve un élément en faveur de sa culpabilité. Il ne se livre pas, il ne montre pas de blanche. Mais l'expert livre quand même au magistrat une théorie qui pourrait expliquer ce meurtre, un mobile aussi puissant que la haine. C'était la vengeance. Aline Hart avait connu que des échecs dans son existence. Il y a eu un truc qui s'est mal passé, quelque chose qui s'est mal passé, il y a un ressentiment qui s'accumule. C'est-à-dire que j'en voulais aux gens qui m'ont pas donné mon brevet professionnel pour 0,01 point, disait-elle. J'en voulais à mon mari, évidemment. J'en voulais à ces employeurs qui m'ont jamais permis de exercer mon métier correctement. Et puis, bien entendu, j'en voulais à Madame Beauvais qui m'a mis des bâtons dans les roues. Et c'est celui-là qui, comme je le dis, va prendre pour tous les autres. Dominique, jusqu'à la fin de l'instruction, Aline Hart ne reconnaît rien. Rien de rien. Ni les coups de couteau, ni la découpe du visage. D'ailleurs, ce visage, il est où? On ne l'a jamais retrouvé. Mais l'enquête a un temps envisagé que le chien ait pu
arracher le visage de la victime. Et puis cette hypothèse, elle a vite été écartée, puisque souvenez-vous, le légiste parle de découpe franche, réalisée avec une lame, donc l'hypothèse du chien qui arrache le visage, ça ne tient pas. Donc le chien n'a pas pu arracher le visage, mais est-ce que celui qui l'a découpé aurait pu donner ce visage à manger au chien? Alors, le soir du meurtre, Jean et son chien vont venir dormir chez Aline. Aline sort le chien et elle raconte que lorsqu'elle a regardé les excréments du chien, ils n'avaient pas la même consistance que d'habitude. Et elle dit même qu'elle a vu du sang dans les selles du chien. Et elle dit, j'en ai parlé à Jean. Elle en a parlé à son copain, mais aucune analyse n'a été réalisée. Alors, quand la juge clôt son dossier, elle renvoie Aline devant les assises. Pour quel motif? Alors, après sa garde à vue, Aline est mise en examen pour meurtre précédé d'actes de torture et de barbarie. On parle là de l'arrachage du visage, on parle du scalp d'une partie du cuir chevelu, mais à l'issue de son instruction, la juge estime qu'elle n'a pas assez d'éléments permettant d'établir avec certitude que les actes de barbarie ont été commis alors que la victime était toujours vivante. Parce que dans le code pénal, pour que le crime soit caractérisé, le crime d'acte de torture et de barbarie, il faut que la victime soit encore en vie. Or, on sait dans cette histoire, parce que c'est le légiste qui l'a dit, qu'au moment de la découpe du visage de Béatrice Beauvais, elle était déjà morte. Et elle n'est même pas poursuivie pour atteinte à l'intégrité d'un cadavre? Alors, c'est difficile de répondre à la place de la juge, mais on peut imaginer quand même qu'elle sait qu'elle a un dossier fragile. Elle sait que quand le dossier va arriver devant les assises, l'accusation peut s'effondrer. Il n'y a aucun élément matériel contre Aline Hart. Pas d'aveu, pas d'ADN, pas d'arme du crime. Même si Aline possède des ciseaux effilés chez elle, la belle affaire, hein. Toutes les coiffeuses ont chez elles des ciseaux effilés. Donc, Aline Hart va être renvoyée devant la cour d'assises pour meurtre et pour incendie volontaire. Le 29 juin 2020, plus de 3 ans après le meurtre, le procès d'Aline Hart s'ouvre devant la cour d'assises du Bas-Rhin à Strasbourg. Pour son avocat, tout est très clair. L'enjeu, c'est l'acquittement. C'est zéro, c'est rien, elle ressort libre. Mais on n'a plus que des cartes en main. On est exactement dans le type de dossier où il n'y a aucun élément matériel. Tout va donc reposer sur les témoignages. Mais la défense bute dès le premier jour sur un obstacle de taille. Elle n'a pas trouvé grand monde pour soutenir Aline Hart. On va interroger ses parents, mais les témoignages de parents sont toujours un témoignage de parents. C'est tout. On n'aura pas une vieille copine, on n'aura quasiment personne qui viendra témoigner comme étant la meilleure amie ou la confidente. Voilà. Alors, c'est tout un village hostile ou presque qui comparait à tour de rôle à la barre. L'immense majorité des témoignages sont accablants pour Aline Hart. Les personnes de Durenbach, il y a beaucoup de personnes du club de football qui sont entendues, tiennent tous peu ou prou le même discours, à savoir que Aline Hart, d'une part, donne l'impression d'être une affabulatrice, une mythomane, en raison de ces incidents qu'elle relate au clubhouse, et d'autre part qu'Aline Hart a un caractère extrêmement difficile. Pour la faire la boniche, elle était bonne. Et là, il lui mettait les bâtons à tous, il lui mettait le coup de couteau dans le dos. C'est bien, ça. Ah ben, c'était que du foot, hein. Il avait tous ceux du foot qui l'ont... Ben oui, elle n'était pas de Durenbach, elle était protestante. C'était une blonde. Vous savez, quand vous entendez ça couramment tous les jours, là, à la fin, vous en avez ras-le-bol. Hein. Au deuxième jour du procès, c'est au tour de Jean Beauvais de témoigner. Il apparaît tout de suite préoccupé, presque hanté par le rôle qu'il a joué dans cette histoire. Il allait passer pour la personne qui n'avait pas pu choisir, su choisir, qui avait eu un comportement infantile. Il allait être confronté à une image de lui qui allait être assez déplaisante. Alors, aux grandes dames de son avocat, Jean Beauvais ne dit rien.
C'est ça qui est très très compliqué, c'est-à-dire que moi j'interviens dans le cadre d'un dossier où je représente une personne qui est décédée, donc que je n'ai jamais rencontrée, et une personne qui ne dit quasiment rien. Ne serait-ce que pour se souvenir de ce qui s'est passé en avril ou en mars, c'était impossible. C'est comme si quelque part il avait été absent en fait, pendant toute cette histoire en fait. Hein. Et d'ailleurs au procès c'était à peu près pareil, c'est-à-dire qu'il était voilà, là sans être là. Ce témoignage qui n'accable pas son ex-compagne redonne de la confiance à la défense, mais c'est sans compter sur Aline Hart. Fidèle à elle-même, elle nie chaque détail, chaque petit fait, même les plus anodins. Elle perd, en répondant comme ça, le bénéfice de ce qu'on appelle la bonne foi. Pourquoi est-ce que sur ces éléments qui sont de l'ordre de la banalité, elle répond comme ça ? Si ce n'est que parce qu'elle veut cacher autre chose. Cette attitude finit même par exaspérer son avocat. À chaque témoignage, elle me tape sur l'épaule en me disant tel témoin ment parce que tel point, que j'estime moi être un point de détail et que je sais que la Cour considérera comme un point de détail, n'est pas cohérent. Oui, mais le problème c'est que c'est pas là-dessus que ça va se jouer. Pas sur la couleur d'une chemise, c'est pas sur le climat qui faisait ou la météo du jour. Attendez 2 secondes, ça n'est pas l'important. L'important, c'est l'élément derrière. Et c'est compliqué. Alors, sans surprise, l'avocat général demande la condamnation d'Aline Hart à 20 ans de réclusion criminelle. Sa position qui était de systématiquement contester l'évidence et de raconter un mensonge encore plus gros pour répondre à un premier mensonge, je pense que ça lui a profondément desservi. Le 3 juillet 2020, le verdict tombe. 18 ans de prison. 2 ans de moins que les réquisitions de l'accusation. Peut-être une forme de compassion de la part des jurés. Aline Hart, la combative, fait aussitôt appel. Et c'est reparti pour un second procès, cette fois-ci à Colmar. Le 11 octobre 2021, le procès s'ouvre devant la cour d'assises du Haut-Rhin. La défense espère pouvoir faire entendre ses arguments. Pas d'aveu, pas d'éléments matériels. Mais d'emblée, la présidente de la cour d'assises fait le choix de remettre la victime, Béatrice Beauvais, au cœur des débats. Et de manière radicale. Elle fait diffuser la photo de son visage, celle de l'autopsie, celle d'un visage qui n'en est plus un. C'est projeté sur un écran qui fait, à Colmar, 3 mètres sur 4, donc en couleur. Donc c'est l'horreur du crime dans toute sa spontanéité. Ça a un impact terrible. Et puis Aline Hart continue de s'enfoncer dans sa stratégie de défense catastrophique. Au 4e jour des débats, c'est l'expertise psychologique qui va cette fois définitivement enfoncer le clou. Le procès bascule après qu'on entende l'expert psychologique, qui finalement vient donner, in fine, un peu un mobile. La victime était le seul obstacle à son bonheur, l'obstacle a été éliminé, et le fait d'avoir voulu faire disparaître, ou le fait d'avoir fait disparaître le visage était une manière de dire « cet obstacle n'a jamais existé ». Pour Aline Hart, c'était vraiment une façon de dépersonnifier sa belle-mère. La tuer ne suffisait pas, il fallait en plus lui enlever toute identité. Et pour enlever toute identité de sa belle-mère, elle lui aurait découpé le visage et elle l'aurait scalpé. Et c'est aussi simple que ça. Et quelque part, vrai ou faux, personne ne le saura réellement jamais. On a une vérité judiciaire, mais à minima, c'est crédible au niveau de l'esprit. Le 15 octobre 2021, Aline Hart est de nouveau reconnue coupable du meurtre de sa belle-mère. Elle est condamnée à 20 ans de réclusion criminelle, 2 ans de plus qu'en première instance.
L'Isère possède cette beauté calme et parfois trompeuse des paysages dauphinois. Entre les collines boisées et les petites communes résidentielles qui bordent l'agglomération grenobloise, la vie semble suivre un cours paisible, presque prévisible. C'est le genre d'endroit où l'on pense que rien de grave ne peut arriver, où les voisins se saluent sur le chemin du travail et où les adolescents rentrent à pied le soir venu sans que personne ne s'inquiète. Pourtant, la réalité peut basculer en l'espace de quelques minutes, transformant un trajet ordinaire en un gouffre d'incertitude. Ce soir d'automne, la pénombre s'installe doucement sur la ville de Villefontaine. La fraîcheur de la saison commence à se faire sentir, incitant chacun à regagner la chaleur de son foyer. C'est à ce moment précis que les repères d'une famille entière s'effondrent, lorsqu'une jeune femme promet de rentrer chez elle après une journée entre amis, mais ne franchit jamais le pas de la porte. Une attente qui dure quelques heures se transforme rapidement en une angoisse insupportable. L'histoire de Victorine d'Artois est celle d'une jeunesse brisée en pleine envolée, mais c'est aussi le récit d'une onde de choc qui a traversé toute une région. Il ne s'agit pas seulement d'un fait divers consigné dans des registres judiciaires, c'est une tragédie humaine qui a laissé des cicatrices profondes dans le cœur de ses proches et suscité un élan de solidarité rarement vu. Elle incarne cette peur primordiale que chaque parent redoute au plus profond de lui-même. Dans ces instants où la voix s'éteint et où l'ombre l'emporte, commence alors une quête acharnée pour la vérité. Comment une trajectoire aussi simple, un parcours de quelques kilomètres à peine, a-t-il pu être interrompu de manière aussi brutale? Quelle réponse peut-on apporter face à l'inconcevable? C'est le début d'une longue marche pour comprendre, honorer et obtenir justice. Accrochez-vous, car cette histoire nous plonge au cœur d'un drame moderne où le courage d'une famille affronte la noirceur de l'inconnu, dans l'espoir de faire la lumière sur une fin d'après-midi tragique. C'était un samedi comme tant d'autres pour cette étudiante de 18 ans. Après une semaine bien remplie, la jeune femme décide de passer son après-midi à faire du shopping avec des amis dans un centre commercial très fréquenté de la région. L'ambiance est légère, faite de rires, de discussions sans fin et de projets pour l'avenir. Rien dans cette journée ordinaire ne laisse présager le drame qui se profile à l'horizon. En fin d'après-midi, le groupe se sépare et la jeune fille entreprend de regagner le domicile familial. Pour cela, elle emprunte les transports en commun puis décide de terminer le trajet à pied, comme elle l'a fait des dizaines de fois auparavant. Le parcours est familier, longeant des zones piétonnes, des parcs et des petits sentiers que les habitants du quartier connaissent par cœur. Il est aux alentours de 19h lorsqu'elle donne son dernier signe de vie en envoyant un message pour rassurer ses proches. Elle se trouve alors à seulement une quinzaine de minutes de chez elle. Les minutes s'écoulent, devenant rapidement anormalement longues pour ses parents qui l'attendent pour le dîner. Les appels répétés sur son téléphone portable restent désespérément sans réponse, tombant directement sur la messagerie. Au fur et à mesure que l'obscurité gagne du terrain, l'inquiétude grandit et fait place à une panique viscérale au sein du cercle familial. Refusant de rester immobile, ses proches décident de sortir pour refaire en sens inverse le chemin qu'elle aurait dû emprunter. Ils sillonnent les rues, éclairent les fourrés avec leur téléphone et interrogent les raretés de passants croisés sur la route. Mais la nuit est tombée, et le silence de la petite ville ne renvoie aucun écho à leurs appels désespérés. L'évidence s'impose, quelque chose d'anormal s'est produit. Au milieu de la nuit, ne constatant aucun retour et n'ayant aucune nouvelle, la famille pousse la porte de la gendarmerie pour signaler la disparition. L'alerte est immédiatement prise au sérieux par les autorités, au vu du profil sans histoire de la jeune femme et de la soudaineté de ce silence. C'est le début d'une course contre la montre éprouvante, où chaque minute compte pour tenter de retrouver sa trace. Dès le dimanche matin, les forces de l'ordre mettent en place un dispositif d'urgence d'une ampleur exceptionnelle. Des dizaines de gendarmes, épaulés par des équipes cynophiles et un hélicoptère équipé de caméras thermiques,
ratisse minutieusement la zone où le signal du téléphone a été détecté pour la dernière fois. Les habitants de la commune se mobilisent également spontanément pour prêter main forte aux recherches. L'élan de solidarité est immédiat et impressionnant. Des avis de recherche sont diffusés massivement sur les réseaux sociaux et placardés dans tous les commerces des alentours. Des groupes de bénévoles se forment pour fouiller les sous-bois, les terrains vagues et les abords des routes. Malgré cette mobilisation massive et les moyens technologiques déployés, les premières heures de recherche ne donnent aucun résultat concret, intensifiant l'angoisse collective. Il faut attendre le lundi matin pour qu'un tournant tragique survienne. Lors d'une battue menée dans un secteur plus isolé, le long d'un cours d'eau bordé par une végétation dense, un chien de l'équipe cynophile marque un arrêt net. Les enquêteurs s'approchent et découvrent, dissimulé dans le lit d'un ruisseau difficile d'accès, le corps sans vie de la jeune fille. La terrible nouvelle tombe, anéantissant les derniers espoirs. Le secteur est immédiatement bouclé par un périmètre de sécurité hermétique afin de préserver la scène de crime. Les techniciens de l'identification criminelle vêtus de blanc s'installent pour passer au peigne fin chaque centimètre carré de terrain. À proximité de la zone, certains effets personnels sont retrouvés, fournissant de précieux premiers éléments matériels pour tenter de reconstituer le déroulement des faits. La confirmation officielle survient peu après, plongeant la communauté locale et le pays entier dans une profonde stupeur. L'examen médical préliminaire confirme l'intervention d'un tiers dans le décès, écartant définitivement la thèse de l'accident ou de la fuite volontaire. Ce qui était jusqu'alors une recherche d'urgence se transforme instantanément en une enquête criminelle pour retrouver l'auteur de cet acte odieux. La section de recherche prend alors en main ce dossier complexe et hautement prioritaire. Une cellule spéciale composée de dizaines d'enquêteurs chevronnés est immédiatement constituée pour exploiter le moindre indice. Leur objectif est de reconstituer seconde par seconde les derniers moments de la victime pour comprendre comment et par qui elle a pu être croisée sur son chemin. La première phase du travail repose sur une analyse minutieuse de la téléphonie et des images de vidéoprotection. Les caméras du centre commercial, des bus et des voies publiques sont épluchées sans relâche pour retracer son itinéraire exact. En parallèle, les enquêteurs lancent un appel à témoins massif et passent au crible des centaines de messages et de signalements transmis par le grand public, dans l'espoir de trouver l'élément déclencheur. Des prélèvements biologiques poussés sont effectués sur les vêtements et les objets retrouvés sur la scène du drame. Les experts du laboratoire scientifique travaillent d'arrache-pied pour tenter de faire parler la matière et d'isoler une empreinte génétique inconnue. La pression est immense, car tant que l'auteur reste dans la nature, une ombre d'incertitude et de peur plane sur toute la région. Pendant que la police scientifique œuvre dans l'ombre, la ville tente de faire face à la douleur. Une marche blanche est organisée en mémoire de la jeune victime, rassemblant plusieurs milliers de personnes défilant dans un silence impressionnant. Vêtus de blanc, les participants apportent leur soutien à la famille dévastée et expriment leur volonté de voir la vérité éclater rapidement face à ce drame incompréhensible. Pourtant, malgré l'intensité des investigations, les premiers jours ne permettent pas d'identifier immédiatement un suspect clair. Les pistes se succèdent, nécessitant des vérifications fastidieuses et l'audition de nombreux témoins. Les enquêteurs savent que la clé du mystère réside souvent dans les détails les plus infimes et continuent leur travail méthodique avec une détermination sans faille. Alors que l'enquête semble s'orienter vers une recherche de longue haleine, un rebondissement décisif intervient 3 semaines après le drame. Le témoignage clé d'une personne de l'entourage d'un habitant de la région vient relancer les recherches sur une voie bien précise. Ce témoin rapporte des confidences inquiétantes et des comportements anormaux adoptés par un homme peu après la date de la disparition. Grâce à cet élément nouveau, les enquêteurs ciblent rapidement un individu, un homme d'une 30aine d'années, père de famille, résidant dans une commune voisine. Son profil ne laissait rien paraître d'anormal en apparence, menant une vie de quartier ordinaire.
Les vérifications de téléphonie confirment sa présence dans le secteur exact au moment même où la jeune fille rentrait chez elle. Les forces de l'ordre procèdent à son interpellation à son domicile sans incident. Placé immédiatement en garde à vue, l'homme est confronté aux éléments matériels et aux incohérences de ses premières déclarations. Face à la précision des questions des enquêteurs et aux preuves qui s'accumulent contre lui, la tension monte d'un cran dans la salle d'interrogatoire. Après plusieurs heures de confrontation, le suspect finit par céder et passe aux aveux. Il reconnaît avoir croisé la route de la jeune femme par hasard lors d'un déplacement. Il explique qu'une altercation brutale aurait éclaté à la suite d'un prétexte futile, une version que les enquêteurs accueillent avec prudence en raison de l'extrême violence des faits constatés sur le terrain. L'homme admet avoir agi seul et décrit la manière dont il a tenté de faire disparaître les preuves pour échapper aux recherches. Ses aveux apportent enfin un nom sur le drame qui hantait la région, mais ils soulèvent également une vague d'incompréhension face à la gratuité et à la soudaineté d'un tel geste contre une innocente. L'annonce de l'arrestation apporte une forme de soulagement glacial à la communauté, mais le chemin vers la justice ne fait que commencer. L'accusé est mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire dans un établissement sécurisé. Les juges d'instruction entament alors un long travail de reconstitution et d'expertise pour cerner la personnalité de l'auteur et comprendre le déroulement exact du crime. Pendant plusieurs mois, des expertises psychiatriques et psychologiques sont menées pour évaluer la responsabilité de l'individu. Les analystes cherchent à déterminer s'il présentait un danger préexistant ou si son acte relève d'un passage à l'acte impulsif. Dans le même temps, la scène du drame est le théâtre d'une reconstitution judiciaire minutieuse en présence des magistrats et des avocats. Pour la famille de la jeune fille, cette période d'instruction est un calvaire supplémentaire où chaque détail technique ravive la blessure. Mais guidés par une dignité remarquable, ils restent unis et déterminés à aller jusqu'au bout du processus judiciaire. Leur combat devient le symbole d'une quête de vérité sans compromis pour honorer la mémoire de leur fille disparue trop tôt. Le dossier est finalement renvoyé devant la cour d'assises. Le procès s'ouvre dans une salle d'audience comble, sous une très forte attention médiatique. Durant plusieurs jours, les témoins, les experts et les proches se succèdent à la barre pour éclairer les jurés, tandis que l'accusé doit répondre de ses actes et faire face à la douleur de la famille dévastée. À l'issue de débats intenses et poignants, la justice rend son verdict, condamnant l'auteur à une lourde peine de prison ferme assortie d'une période de sûreté. Cette décision apporte une réponse pénale ferme à l'impardonnable, concluant ainsi le chapitre judiciaire de cette affaire qui aura marqué à jamais la mémoire collective du Dauphiné. L'histoire de Victorine d'Artois reste gravée comme un rappel douloureux de la fragilité de nos existences et des drames qui peuvent surgir au détour d'un chemin du quotidien. Au-delà du verdict et du travail exemplaire des forces de l'ordre pour faire éclater la vérité, il reste le souvenir d'une jeune femme solaire dont l'avenir a été injustement volé. À Villefontaine, le temps a repris son cours, mais le paysage garde en mémoire l'élan de solidarité extraordinaire qui a rassemblé des milliers d'inconnus dans la peine. La dignité exceptionnelle de sa famille face à l'épreuve continue d'inspirer le respect de tous ceux qui ont suivi ce drame. La justice a été rendue, fermement et sans ambiguïté, apportant une conclusion nécessaire sur le plan légal. Mais pour les proches, la véritable épreuve réside dans le quotidien à reconstruire sans la présence de leur être cher, en chérissant chaque souvenir laissé derrière elle. Cette affaire rappelle l'importance de la vigilance, du soutien communautaire et du rôle crucial de la recherche de la vérité pour ne jamais laisser l'injustice l'emporter. Elle montre que même face aux heures les plus sombres, la lumière de la mémoire peut continuer de briller. Merci d'avoir suivi ce récit. N'hésitez pas à laisser vos impressions dans les commentaires et à vous abonner pour ne manquer aucun des prochains épisodes dédiés aux grandes affaires qui ont marqué notre histoire récente.